Bonjour à tous, je suis Myriam Victor, chargée des CSE chez Jury Travail, où j'anime entre autres deux groupes privés sur Facebook et sur LinkedIn, où j'invite tous les élus, délégués syndicaux et autres représentants du personnel à nous rejoindre. Je vous souhaite la bienvenue à cette webconférence à destination donc, des entreprises et des CSE. Et nous vous remercions d'être toujours aussi nombreux à suivre ces webconférences. Chez Jury Travail, nous avons souhaité nous mobiliser à vos côtés en cette période de crise sanitaire en vous faisant bénéficier de toute l'info juridique dont nous disposions, mais aussi en vous ouvrant notre réseau d'experts. Nous avons donc la chance aujourd'hui de recevoir Maître Darmon, avocat en droit du travail au barreau de Nice. Bonjour à vous, Maître, et merci d'être parmi nous. Bonjour, merci beaucoup. Donc, comme vous le savez, cette webconférence va traiter d'un sujet qui intéresse particulièrement les entreprises et les élus de CSE, à savoir comment gérer les salariés en cette période de post-confinement. Donc, juste avant de démarrer, juste quelques informations que je tenais à préciser. Je vous rappelle que nous avons mis à votre disposition sur le site Jury Travail une page dédiée au coronavirus. Donc, l'adresse de cette page, c'est www.jurytravail.com/coronavirus. Et cette page répertorie tous les articles, tous les dossiers, ainsi que les plannings des webinaires à venir. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Et si vous avez besoin de conseils sur les sujets que nous allons aborder, nous avons précisé les coordonnées de Maître Darmon, qui est aussi disponible par téléphone sur Jury Travail. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Donc, entamons maintenant cette webconférence où nous allons traiter de plusieurs thèmes. Le premier d'entre eux, c'est la santé et la sécurité des salariés. Donc, une première question, Maître. Doit-on obligatoirement associer le CSE au protocole de reprise d'activité? Et ce protocole de reprise d'activité ou protocole de déconfinement doit-il obligatoirement faire l'objet de la signature d'un accord avec les organisations syndicales représentatives? Alors, à mon sens, d'abord bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. David André Darmon, je suis avocat au barreau de Nice. Cette présentation étant faite, c'est vrai que le CSE, c'est un organe qui est important en droit du travail. On pourrait presque dire que finalement, il ne manquerait que le mot environnemental pour dire que finalement, on aurait un comité social, économique et presque bientôt peut-être environnemental. Mais en tout état de cause, le Code du travail précise que le CSE, il est informé et consulté sur les questions qui sont au cœur des préoccupations du thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire la gestion des salariés en période de post-confinement, puisqu'effectivement, il s'intéresse aux questions d'organisation, de gestion, de marge générale de l'entreprise, de tout ce qui touche à l'intérêt social, et finalement, notamment aux conditions de l'emploi et du travail. Donc, le Code du travail prévoit que le CSE doit être consulté, je cite, sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Euh, il me semble qu'on est en plein dedans dans le cadre de la crise sanitaire que nous connaissons, avec une reprise d'activité, qu'elle soit totale ou partielle, qui va nécessiter une vigilance d'un point de vue des entreprises, parce qu'il y a une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la santé des salariés, parce qu'il faut anticiper les risques socio-professionnels, le risque de contamination au Covid qu'on a peut-être du mal à cerner, tant pour les salariés que pour les clients. Et finalement, il va peut-être falloir former les salariés aux gestes de sécurité, aux gestes barrières, aux distanciations sociales, à la fourniture d'équipements, le gel, les masques. Moi-même, il m'arrive maintenant de plaider avec une visière, un gant, enfin deux gants et un masque, et du gel hydroalcoolique. C'est vous dire si finalement nos conditions de travail changent. Il faut peut-être aussi penser à aménager les horaires d'ouverture, à prendre des mesures de décontamination même en cas de suspicion. Donc finalement, qui mieux que le CSE peut être au cœur, je dirais, de ces problématiques
d'améliorer la protection des salariés. Alors, ça n'est pas, je dirais, une exonération de responsabilité pour le chef d'entreprise, hein, mais à mon sens, il mérite d'être associé, même si effectivement, le gouvernement a prévu son grand plan de déconfinement pour les entreprises, qui a divers objectifs, d'éviter l'exposition au coronavirus et tous les risques liés à cela, qui prend différentes sections, ce protocole, mais pour autant, il n'y a pas, je dirais, une obligation à aller vers le CSE, mais en tout état de cause, il me semble que le CSE, pour les raisons qu'on a vues ensemble, mérite d'être consulté dans le cadre de cette problématique du plan de déconfinement. Et la nécessité d'un accord avec les organisations syndicales, du coup? Alors, C'est pas obligatoire non plus? pas obligatoire non plus, mais plus que vivement reconseillé, puisqu'effectivement, le dialogue social doit être privilégié en la matière, de même que les entreprises doivent privilégier l'activité, mais en l'aménageant avec des modalités de reprise, et cetera. Donc, en prévoyant par exemple plutôt qu'un licenciement du chômage partiel. Bref, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour finalement favoriser le dialogue et il me semble que le dialogue en la matière est parfaitement indispensable. Merci beaucoup maître. Alors par rapport à toutes ces mesures sanitaires qui sont mises en place, dans les entreprises, hem, certains employeurs, demandent aux salariés de signer, des attestations ce qui leur permet d'accuser réception en fait, d'une note interne sur l'application des gestes barrières, dans l'entreprise. Et qui, dans certains cas, demande également aux salariés de s'engager à respecter, ces mesures sanitaires. Donc est-ce légal et en cas de refus de signature, les salariés peuvent-ils être sanctionnés? Alors, soyons clairs, il n'y a pas de transfert de responsabilité de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur sur le salarié. Donc, toutes les attestations des employeurs qui seraient des décharges de responsabilité à faire signer aux salariés, qui plus est, la question posée sous un peu la contrainte du pouvoir de direction, me semble totalement interdite et pour cause, puisque effectivement, le Code du travail ne le prévoit pas. Et autant, à mon avis, il ne faut pas confondre deux notions. La première, je dirais, c'est finalement le fait que l'employeur, pour tenter d'échapper à sa responsabilité, va devoir rapporter la preuve qu'il met en œuvre des actions et qu'il informe les salariés. Donc ça, l'employeur peut tout à fait informer les salariés, leur faire signer des documents à titre d'information sur les précautions qui sont prises par l'entreprise dans le cadre du plan de déconfinement. En revanche, les attestations de décharge de responsabilité pour le cas où un salarié viendrait attraper le Covid me semble totalement illégal, même si, si on se place du côté du chef d'entreprise, il faudra bien évidemment démontrer en quoi, pour le salarié, il y a un lien direct qui est loin d'être évident entre, je dirais, le fait qu'il est allé au travail et pas ailleurs et la contamination par le Covid. Donc finalement, l'employeur a peut-être, au sein de la jurisprudence des alternatives, s'il veut être vigilant, comme par exemple faire signer des documents généraux relatifs à l'information des salariés, mais à mon sens, il ne faut absolument pas aller vers des attestations de décharge de responsabilité où le salarié déchargerait l'employeur d'obligations de sécurité de résultats qui sont propres à l'employeur, inhérentes à lui, de résultats et non de moyens. Donc ça, il ne faut pas aller vers ce terrain-là. Très bien maître. Alors on a une question, d'un de nos spectateurs, qui nous demande de préciser, de quoi nous parlons lorsque nous employons le terme de plan de déconfinement. Alors, c'est une question qui est très intéressante parce que finalement, c'est un protocole pour les entreprises
qui a pour but d'abord de mettre en œuvre les mesures barrières et celles dites de distanciation sociale, 1 mètre, etc., pour éviter la propagation du virus. Ça va être également des recommandations en matière de jauge d'espace, de signalétique. Ça peut être également la gestion du flux des personnes, qui peut être précautionneux, par exemple, pour l'employeur de faire progressivement reprendre le chemin du bureau aux salariés et d'anticiper, par exemple, une première phase un peu de télétravail pour justement gérer le flux des salariés et pas qu'on ait tous les salariés qui viennent d'un coup. Ça peut être la mise en place d'équipements de protection individuelle, tels que ceux que je vous ai évoqués, les masques, les visières, etc., etc. Ça peut être les tests de dépistage, alors avec toute la difficulté que cela va représenter. Et puis finalement, je dirais tous les protocoles de nettoyage, de désinfection des locaux pour éviter tout risque relatif à l'hygiène et finalement à la propreté des locaux. Merci beaucoup, maître. Alors, un sujet que vous avez évoqué un petit peu, mais c'est une question qui nous a été posée. Si un salarié attrape le Covid-19 au travail, est-ce que ma responsabilité en tant qu'employeur peut être engagée? Qu'est-ce que je risque? Et est-ce que lui-même peut se retourner contre l'entreprise? Alors malheureusement, oui, effectivement, l'employeur peut voir sa responsabilité engagée si un salarié venait à être porteur du Covid. Seulement, voilà qu'il faut préciser, comme je vous disais, qu'il me semble peut-être intéressant d'en relativiser la portée, puisqu'effectivement, un salarié qui, par exemple, se serait trop tôt décontaminé en allant sortir dans différents lieux, pourrait très bien avoir contracté le Covid ailleurs qu'au travail et l'employeur pourrait rapporter la preuve qu'il n'y a pas de lien de causalité direct, immédiat et évident avec la contamination au bureau. Par exemple, si le salarié s'est déconfiné à l'occasion de soirées ou autres et qu'il aurait pu avoir des interactions sociales qui l'exposent au risque de Covid. Merci Ou de beaucoup. la Covid, puisque Ah désormais oui, j'ai cru comprendre que l'Académie française souhaitait la féminisation du mot au sens de la maladie Covid. Donc, mmh, si j'ai bien compris, il faudrait parler de la Covid dorénavant, même si les gens sont un peu habitués au mot le Covid tout dans le à fait. langage. J'ai entendu la même chose, mais je crois qu'on aura du mal à s'y faire. Alors, dans tous les dispositifs mis en place, par l'État pour, accompagner, les entreprises et les salariés, dans cette crise sanitaire, il y a notamment enfin la FNE formation ou le FNE formation d'ailleurs, plutôt. Donc quels sont les critères d'éligibilité pour bénéficier du dispositif, FNE formation et quel en sera le montant? Alors, on touche un sujet qui est important, qui est relatif à la loi finalement qui a été prise par rapport aux dispositions du Covid et finalement un dispositif FNE formation qui est renforcé de manière temporaire pour répondre aux besoins de formation des salariés et notamment aux besoins des entreprises en activité partielle par la prise en charge, par exemple, des coûts pédagogiques. Alors, il faut savoir que ce dispositif est très intéressant. Il est accessible à toutes les entreprises qui ont des salariés en chômage partiel par une simple convention qui sera signée directement entre, d'une part, l'entreprise et d'autre part, la direction du travail. Si vous voulez, je Très peux peut-être continuer brièvement sur ce dispositif de FNE. Un petit peu, oui. Je pense que nos employeurs, et même les élus ont pas mal de questions sur le sujet, oui. Alors, très bien. Donc déjà, à qui s'adresser? Eh bien, la réponse est à l'État, à la directe. Pour faire cette demande et pour cela, il faut produire
je dirais un dossier complet qui est parfaitement expliqué sur le site du ministère du Travail. Il faut présenter la formation, s'il s'agit de bilan de compétences, de VAE, de formation. Il faut expliquer en quoi finalement il y a également des dispositions qui méritent d'être renforcées. Il faut savoir que tous les salariés placés en activité partielle sont éligibles, sauf les alternants, indépendamment de leur catégorie socio-professionnelle ou de leur niveau de diplôme. Pour les contrats courts, qu'il s'agisse par exemple des CDD, ils doivent demeurer salariés jusqu'à l'expiration de la durée de la convention. Sur les entreprises, il est important de préciser que tous les secteurs sont éligibles, y compris les associations qui peuvent être touchées par les conséquences du Covid, sans critère de taille, dès l'instant que, par exemple, même une TPE a été exposée à l'activité partielle du fait du Covid. Alors, on peut se poser la question si on a et des salariés en activité partielle et des salariés qui ne le sont pas. Si j'ai des salariés dans une situation et d'autres qui ne le sont pas, est-ce que finalement le dispositif pourrait s'étendre aux salariés qui ne sont pas en activité partielle? Et dans ce cas, et à titre exceptionnel, c'est intéressant, c'est provisoire mais exceptionnel, la directe est autorisée à conventionner avec l'entreprise concernée en prenant en compte la mixité des publics. Et toutes les demandes d'intervention doivent être faites pour celles avant le 31 mai. Donc dépêchez-vous et selon les mêmes conditions d'intervention que le nouveau dispositif, c'est-à-dire une prise en compte à 100% par l'État, par la directe, des coûts pédagogiques. La rémunération des salariés est alors à la charge de l'employeur, selon le droit commun, pour 100% de la rémunération nette. Alors on pourrait se poser la question, quels sont les domaines finalement de formation concernés? La formation doit permettre aux salariés de développer des compétences en vue, je cite, de renforcer son employabilité. Et quel que soit le domaine, sur la durée de la convention, par contre, j'attire votre attention, puisque la durée de la convention du dispositif ne doit pas excéder le nombre d'heures en activité partielle, et c'est notamment le cas pour pas mal de salariés. Donc il faut faire attention, et également l'État concentre son effort et ses actions hors le temps du travail, sur le temps d'inactivité, et c'est pour cette raison finalement que l'accord du salarié sur ce dispositif est indispensable. Merci beaucoup, maître. Donc, vous n'avez plus que quelques jours pour faire les demandes. C'est à la fin du mois que les demandes doivent être faites à la dernière limite. D'autre part, dans plusieurs entreprises, la vie reprend avec ses lots d'embauches et de licenciements. D'autant plus avec la crise qui arrive là. Donc, comment organiser les entretiens préalables au licenciement alors que la totalité de nos salariés sont en télétravail? L'entretien peut-il se faire par téléphone? Et si dans le courrier de convocation à l'entretien, la modalité d'entretien par téléphone est mentionnée, le salarié peut-il par la suite contester son licenciement? Et enfin, Alors, comment ce salarié peut-il être assisté lors d'un tel type d'entretien téléphonique? alors, si vous me permettez, j'attire l'attention et je pense que le législateur et les praticiens vont attirer l'attention des socioprofessionnels sur les dangers et la minutie, à mon avis, avec laquelle les magistrats des conseils de prud'homme vont examiner les dossiers de licenciement tels qu'ils vont leur être présentés pendant la période dite de Covid. Je pense qu'il va falloir être extrêmement attentif et par prudence, je dirais, le principe du licenciement est possible pour un salarié pendant la période du Covid, y compris pour un motif qui ne serait pas un motif personnel, par exemple pour un motif économique, des difficultés liées à l'entreprise, mais il faudra encore respecter les conditions des licenciements pour motif économique. Et au-delà de ça, il est important de dire qu'il faut être extrêmement vigilant aux droits des salariés, notamment quand on fait du téléphone ou encore du Skype ou des choses comme ça,
À mon sens, c'est pas du tout précautionneux. Je pense que la prudence est de reporter les entretiens préalables pendant cette période, parce que sinon on va aller nécessairement vers des contestations devant le conseil des prud'hommes de salariés qui vont estimer que, leurs droits ont été bafoués, par rapport à l'entretien et à la manière dont il s'est présenté. Alors, il y a un élément qui est important, c'est le télétravail. Effectivement, le télétravail n'est qu'une modalité du travail. Donc finalement, il est possible de licencier un salarié, en télétravail et y compris en période, de, coronavirus. Néanmoins, le législateur a quand même, prévenu les difficultés en conseillant, autant que faire se peut, de ne pas licencier, de par exemple privilégier des modes, amiables ou des modes tels que, hem, l'activité partielle, le chômage partiel ou l'activité partielle. Et finalement, là-dedans, ce qui est important, c'est que, il y a des obligations de l'entreprise quand elle licencie, pendant la période de coronavirus. Il est extrêmement important de noter que si l'entreprise lance une une procédure de licenciement, en raison de difficultés, financières, elle doit néanmoins prendre des mesures, spécifiques, respecter les critères d'ordre, du licenciement, en tenant compte par exemple de l'ancienneté, en tenant compte également, de savoir s'il y a eu, des charges de famille, des qualités professionnelles et cetera et cetera. Bref, il y a des modalités qui ne changent pas s'agissant, du licenciement. Et on peut également poser une autre question qui est celle de savoir: doit-on poursuivre la période de licenciement? Car à mon sens, nécessairement contestation il y aura. Si la convocation à un entretien préalable a été déjà envoyée, la procédure de licenciement est en cours, ce qui signifie que l'éventuel délai de prescription, en cas de licenciement par exemple disciplinaire, est interrompu. Pour rappel, l'employeur doit engager la procédure de licenciement, par exemple dans les 2 mois qui suivent une faute éventuellement reprochée. Ce délai interrompu, il n'y a pas donc d'urgence à ce que l'entretien préalable se tienne à la date initialement prévue, si cette date tombe pendant, la période. Rappelons, que l'employeur dispose d'un délai d'1 mois pour notifier la sanction à l'issue de l'entretien, et que concrètement, tant que l'entretien ne s'est pas tenu, ce délai ne court pas non plus. Et l'employeur ne risque pas de se voir opposer, par exemple, la prescription des faits fautifs reprochés au salarié. Et en pratique, et sauf urgence particulière, qui serait appréciée in concreto, au cas par cas, il nous semble quand même préférable de reporter l'entretien préalable. D'une part, les restrictions de circulation pourraient être invoquées par les salariés qui n'auraient pas pu se rendre sur le lieu de l'entretien, ou à l'employeur de réunir le salarié ou éventuellement la personne qui l'assiste sur le lieu. D'autre part, comment un conseiller pourrait-il efficacement assister un salarié dans le cadre d'une discussion Skype ou téléphonique? J'avoue qu'à mon sens, ça me paraît difficile, et le conseil finalement du salarié pourrait très bien invoquer par exemple lui aussi qu'il a eu des difficultés pour se rendre à l'entretien, ou que l'entretien s'est mal passé. Donc finalement, le salarié peut demander par écrit, même par un simple mail, à son employeur de reporter l'entretien pour une ou plusieurs des raisons qui ont été évoquées. L'employeur, à mon avis, il faudrait lui conseiller d'accéder à cette demande, sachant que le report peut être aussi décidé par l'employeur, à charge à ce moment donné-là pour lui d'en informer les salariés. Et alors, si la procédure de licenciement n'a pas été lancée, eh bien alors, dans l'hypothèse d'une procédure de licenciement disciplinaire, il est préférable de l'introduire sans attendre à la fin du confinement. Comme nous l'avons vu, l'employeur dispose d'un délai pour envoyer la convocation à l'entretien préalable. Ce délai de 2 mois court à compter des faits fautifs. Il ne faut donc pas traîner. C'est très clair, merci beaucoup. Nous avons encore, quelques questions sur, les congés.
entre autres une question sur les congés et le chômage partiel. Est-ce que la pause de congés payés est possible alors que le salarié qui pose ses congés est actuellement en activité partielle? Alors, charité bien ordonnée commence par soi-même. Quoi de mieux qu'un article de Jury Travail sur cette question, auquel je renvoie le lecteur, qui s'appelle Congés payés imposés pendant le confinement, ce que vous devez savoir. Il me semble que cet article est parfaitement clair et résume très bien la position. Alors, j'ai vu un certain nombre de questions arriver, notamment celles relatives au fait de savoir s'il y avait un congé sans solde qui pouvait être fait ou des congés payés imposés. Répondons d'abord à la première question qui est de savoir sur les congés payés finalement, comment réagir si je suis salarié et qu'on m'impose des congés payés et mon employeur peut-il m'imposer des jours de congés payés finalement pendant le confinement? Eh bien, malheureusement et à titre dérogatoire, la réponse est oui, c'est désormais possible. Le gouvernement a publié une ordonnance le 26 mars 2020 qui a autorisé expressément l'employeur, bien évidemment sous certaines conditions que je ne développerai pas ici pour ne pas alourdir les débats, à imposer à ses salariés de poser les congés payés pendant la période de confinement et même après. Et il en est de même pour les RTT ou pour les autres congés. Alors, finalement, c'est un droit qui est un petit peu dérogatoire, mais finalement, l'employeur peut vous imposer de poser vos congés payés pendant le confinement, mais pas uniquement. L'ordonnance qui a été publiée le jeudi 26 mars prévoit cette possibilité jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, si l'intérêt de l'entreprise le justifie au regard des difficultés économiques liées au Covid, l'employeur a parfaitement ce droit. Alors, l'employeur peut imposer ou modifier les dates des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables ou de 5 jours ouvrés, en dérogeant encore une fois au délai de prévenance et aux modalités de prise de ces congés. L'employeur peut donc imposer de prendre soit 6 jours de congés payés concrètement d'ici la fin de l'année, d'ici le 31 décembre 2020, soit de modifier les dates qui ont été prises d'une partie de vos congés et sans respecter le délai de prévenance d'un mois ou du délai qui serait éventuellement prévu par un meilleur accord, et ce, dans la limite de 6 jours. Alors, bien évidemment, attention, car cette possibilité doit être soumise à la négociation et donner lieu à un accord d'entreprise ou à un accord de branche. Et sans accord, l'employeur ne serait pas autorisé à imposer ou à modifier les dates de congé de la sorte. L'accord doit prévoir le délai qui sera accordé et finalement, c'est un délai pour l'employeur pour prévenir de la pause ou de la modification unilatérale de vos congés à vous les salariés, eh bien, sans pouvoir aller en dessous d'un jour franc. Donc il y a quand même une double limite dans un sens comme dans un autre pour encadrer ce pouvoir de l'employeur. Alors qu'est-ce qu'un jour franc, me direz-vous? Une question plus terre à terre qui concerne les délais. Eh bien, il s'agit du premier jour entier de 0 à 24 heures qui suit le jour où l'employeur a prévu de vous prévenir de sa décision. Donc, il faut être extrêmement, je dirais, attentif, puisque ça, c'est pour les congés payés, mais l'accord peut permettre également à l'employeur de fractionner vos congés sans requérir votre accord préalable. Il peut également permettre à l'employeur de fixer les dates de congés sans accord et finalement sans accorder un congé identique
pour les salariés qui auraient pu être mariés ou pacsés, si des deux sont par exemple des salariés de l'entreprise. Ça, c'était pour les congés payés. Quid, me diriez-vous, des RTT? Eh bien, le gouvernement a aussi décidé d'autoriser les employeurs à imposer ou à modifier de façon unilatérale certains congés sans avoir à négocier d'accord collectif préalable. Cela concerne les RTT, les jours de repos prévus par des conventions de forfait et les jours de repos présents sur le compte épargne-temps. L'employeur devra tout de même prévenir le salarié au moins un jour franc à l'avance et cette faculté laissée à l'employeur est limitée à la période allant jusqu'à la fin de l'année. C'est quand même un droit qui est dérogatoire et encadré et ne peut concerner que 10 jours de repos au total, RTT, repos prévus par des conventions de forfait, droit sur un compte épargne-temps qui au demeurant pourrait aussi servir à faire un congé sans solde, mais le congé sans solde, c'est une zone de non-droit. C'est ce que Carbonnier disait, il y a le droit et le non-droit finalement. C'est un droit qui serait laissé d'un commun accord à la discussion, à la négociation de gré à gré entre l'employeur et le salarié. Il ne serait pas question pour l'employeur d'imposer au salarié un congé sans solde, mais il peut imposer un congé payé. Mais en revanche, il faut aussi penser que des fois, il y a des astuces parce que finalement, à cette règle finalement de pas de congé payé imposé sans accord collectif, finalement, l'employeur pendant le confinement qui se termine ne peut pas finalement vous imposer de prendre des congés, mais la seule chose qu'il peut faire, c'est de modifier les dates de départ en congé, mais uniquement pour les congés que vous avez déjà posés. Pour cela, l'employeur doit vous informer de la modification des dates de congé en respectant un délai de prévenance prévu par un accord d'entreprise ou d'établissement. Et en l'absence de tels accords, l'employeur peut modifier les dates de vos congés sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un mois minimum ou en cas de circonstances exceptionnelles, sachant que la période de Covid est une période exceptionnelle. Et dans ce cas, l'employeur pourrait modifier vos dates de départ en congé sans attendre l'écoulement du délai d'un mois. Alors, dans tous les cas, me diriez-vous, le décret permet tout de même à l'employeur un certain nombre de droits sans avoir à négocier d'accord, mais il y a quand même des avantages pour le salarié qui peut par exemple avoir un intérêt à poser des congés payés plutôt qu'être en chômage partiel. Et oui, puisqu'en chômage partiel, vous touchez que 70% de votre rémunération brute, tandis qu'en congé payé, vous touchez 100% de votre rémunération. Donc l'employeur a des droits, mais ça peut parfois avantager le salarié aussi. Tout à fait, merci. Alors, juste, on termine sur ces congés. La pose de congés sans solde, elle, ne peut pas être imposée. Non, elle ne peut pas être imposée. Alors, comment ça marche? Le congé sans solde, c'est par exemple le salarié qui aurait envie de prendre une année sabbatique, de quitter l'entreprise sans pour autant démissionner et avec une possibilité de retour qu'il pourrait lui-même aussi écourter. Et comme je vous disais, on peut très bien envisager même un congé sans solde qui est certes n'est pas rémunéré, mais qui empêche une démission. Mais on pourrait très bien le faire rémunérer si l'employé dispose de droits, par exemple, dans le cadre d'un compte épargne-temps. Donc finalement, si vous avez décidé de faire le tour du monde et d'aller vous promener, c'est peut-être pas la chose la plus conseillée dans le cadre des mesures actuelles sanitaires, mais bon, vous pouvez de négocier avec votre employeur, mais vous ne pouvez pas le forcer à accepter un congé sans solde. En revanche, l'employeur, lui, ne peut pas vous l'imposer, un tel congé sans solde, parce que finalement, on est sur une zone grise, finalement, du droit du travail. Donc, à la limite, si vous voulez proposer, négociez-le, envoyez un recommandé pour demander à votre employeur le congé sans solde, respectez quand même des clauses de votre contrat de travail, hein, n'allez pas faire un congé sans solde et ne pas respecter une obligation de non-concurrence ou une obligation d'exclusivité ou de loyauté à l'égard de votre employeur. Mais sachez très bien que si votre employeur accepte, vous pouvez très bien aussi revenir plus tôt et réintégrer l'entreprise en finalement demandant à votre employeur qui n'est pas obligé d'accepter un retour.
anticipée, quel que soit finalement le congé choisi. Merci beaucoup. Alors, il y a juste une question que je vois par rapport à une embauche qui a été faite juste avant le confinement. Un employeur qui se pose des questions quant à la durée de la période d'essai. Donc, quelqu'un qui serait rentré dans l'entreprise juste avant, le confinement, mis au chômage partiel. Donc, la capacité d'évaluation de la qualité du travail du salarié, est difficile à faire. Et Alors, du coup, est-ce que la durée, de période d'essai est prorogée du alors, temps de sur chômage partiel ou pas? Alors, sur la question de la période d'essai, je dirais que, elle est appréciée finalement, par les magistrats in concreto. Car certes, l'employeur a le droit de rompre, enfin chaque partie d'ailleurs a le droit de rompre, unilatéralement, la période d'essai, sans donner les raisons qui justifient, puisque c'est justement un essai. Donc le but c'est d'essayer, c'est d'essayer de voir si ça peut, se faire des 2 côtés, si les qualités, professionnelles correspondent. Mais en revanche, il ne faudrait pas que la rupture soit abusive. Donc finalement, ça va être un contentieux qui va arriver, le contentieux de l'abus, de rupture dans la période d'essai. Alors tout l'enjeu, ça sera de démontrer aux salariés que c'est abusif. Parce que par exemple, c'est discriminatoire, parce que par exemple, c'est des fausses raisons, parce que des fois attention, parce que si l'employeur, il a mal computé la période d'essai, ça a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc ça peut aussi avoir des conséquences. Donc je dirais, il faut faire vraiment attention sur ces questions de période d'essai quand on est un employeur, surtout dans le contexte actuel. Merci beaucoup. Parlons maintenant un petit peu des avantages, des salariés. Donc nous avons un employeur, qui a entendu parler du forfait mobilité durable et tout le monde sait que bon nombre de salariés, sont assez peu enclins à prendre les transports en commun en ce moment et préféreraient du coup prendre un vélo ou, faire du covoiturage. Hem Et donc a priori, donc la prise en charge serait de 400 € annuels, pour ces 2 modes de transport. Est-ce que c'est obligatoire côté employeur? Et quels avantages pourrait avoir l'entreprise à mettre ce genre de dispositif en place? Alors c'est pas obligatoire, il peut y avoir des objectifs, y compris, non juridiques, tels que des objectifs de motivation des employés ou de fidélisation, mais également c'est, je dirais, quelque chose qui est un peu plus ancien. Il vient d'une loi qu'on appelle la loi LOM, donc la loi d'orientation et des mobilités, qui est une loi ancienne qui a été publiée au JO et qui avait été, présentée en conseil des ministres le 26 novembre 2018. C'est vous dire si, elle est ancienne, mais qui justement a prévu une mesure phare qui était justement ce forfait dit de mobilité durable. Alors l'objectif, comme toujours, est toujours louable, mais nous les praticiens savons que derrière des objectifs louables, on va se retrouver avec des casse-têtes juridiques à maîtriser, puisque notamment il faut savoir que c'est applicable à compter du 1er janvier 2020, que c'est applicable dans les conditions prévues avant la loi pour la charge des frais des salariés, soit 200 € au titre d'une participation de l'employeur pour des frais de carburant, soit un forfait qui serait de 400 €. Et sachant que les employeurs auront désormais la possibilité de prendre en charge sous forme de ce forfait, mais sachez toujours que du côté des employeurs, c'est un régime qui est facultatif, il n'a rien d'obligatoire. Alors il est certes incitatif, parce qu'on est dans une période où effectivement les mobilités vertes, douces, durables, etc., sont privilégiées et il faut en tenir compte. Mais il n'est pas prévu de mesures coercitives pour imposer à son employeur de prendre une telle mesure. Alors, quels sont les moyens finalement de transport qui sont concernés par ce dispositif qui n'est que facultatif? Eh bien, sachez que les frais engagés par les salariés afin d'effectuer le trajet depuis la résidence habituelle jusqu'au lieu de travail avec les moyens de transport sont les suivants. Leur cycle personnel, qu'il soit mécanique ou assistance, le covoiturage, hein, c'est à la mode en tant que conducteur, mais aussi en tant que passager,
c'est un mode doux qui peut être aussi envisagé et inclus, à l'aide d'autres services de mobilité partagée qui seront définis par un décret, ou encore du transport public des personnes, hors le cas des frais d'abonnement relevant d'une prise en charge obligatoire par l'employeur à hauteur de 50% des transports en commun, comme par exemple dans le cadre d'un pic de pollution qui permettrait ainsi la prise en charge de tickets qui seraient vendus finalement à l'unité. Donc les articles concernés, c'est la loi LOM, finalement son article 82, mais surtout l'article L 3261-3-1 du Code de travail tel que modifié par cette loi, qui vous dit, s'agissant du montant, des modalités et des critères d'attribution de la prise en charge des frais de transport, que finalement, les sommes qui sont prises en charge par l'employeur, ce sont des sommes qui sont exonérées de cotisations et de contributions sociales ainsi que d'impôts sur le revenu, dans la limite de 400 € par an et par salarié au lieu des 200 € qu'il y avait avant, dont 200 € maximum au titre des frais de carburant. Le cumul est autorisé entre la prise en charge des différents modes de transport dans la limite d'un plafond de 400 € ou de la prise en charge des transports en commun si elle existe déjà ou si elle excède déjà ce montant. Sachant que finalement, ça inclut beaucoup de choses qui sont finalement intéressantes, puisque la loi autorise le cumul d'une prise en charge par l'employeur facultative dans le cadre de ce forfait et ou des frais de carburant avec une prise en charge cette fois-ci obligatoire par exemple de frais de transport collectif, mais dans la limite d'un plafond qui a été encadré de 400 € par an et par salarié, ou bien dans la limite de frais de transport collectif si par exemple cette prise en charge venait à excéder la valeur plafonnée. Et alors par conséquence, par effet rebond, si vous me permettez l'expression, l'indemnité kilométrique vélo qui avait été créée par la loi relative à la transition énergétique, elle est remplacée par ce forfait et il faudra finalement jongler avec les dispositifs et c'est en ça où finalement il pourrait bénéficier même à un salarié qui se rendrait au travail en vélo ou en covoiturage. Mais attention, parce que finalement, c'est une réforme à minima, parce que d'autres dispositions avaient été envisagées par la ministre du Transport, notamment l'instauration d'une prime obligatoire, ça n'a pas été le cas. Et finalement, l'indemnité kilométrique vélo, elle disparaît. Et alors, elle avait été jugée trop complexe, trop compliquée, mais bon, c'est une indemnité qui disparaît. Le titre mobilité sera créé pour simplifier la prise en charge du forfait mobilité. Les salariés pourront l'utiliser, par exemple, pour payer le carburant, à condition qu'on l'accepte, hein, c'est pas dit non plus, pour recharger un véhicule électrique, pour entretenir un vélo, et finalement, dans les entreprises qui auront instauré ce forfait mobilité durable, les salariés pourront bénéficier du forfait, soit en demandant le remboursement partiel d'un abonnement de transport en commun, et finalement, attention, parce que les deux aides ne seront pas cumulables. Très bien, merci beaucoup, maître. Il nous reste quelques minutes et encore quelques questions à aborder. Donc, une qui devrait être assez rapide à traiter, auquel on a déjà répondu plusieurs fois. Les tickets restaurants et autres primes de panier repas doivent-ils être accordés aux salariés qui seraient en télétravail? Très rapidement, oui, le télétravailleur, c'est un travailleur, donc il est un salarié à part entière. Il bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que ses collègues au sein de l'entreprise, que ce soit en termes de rémunération, que ce soit en termes de formation, d'évaluation ou d'avantages sociaux comme les tickets restaurants, mais aussi comme les chèques vacances. Si les salariés de l'entreprise bénéficient de tickets restaurants, il en est de même pour les télétravailleurs à domicile, même les nomades en bureau satellite. Et finalement, les conditions de télétravail du télétravailleur doivent être équivalentes à celles des travailleurs. Et finalement, c'est parfaitement possible. Ils sont des travailleurs, ils travaillent, ils ont des horaires, donc ils ont des pauses. Et il est parfaitement acceptable qu'ils aient accès à des tickets restaurants. Très bien.
Alors, récemment, on a entendu parler de certificat médical d'isolement qui serait accordé aux personnes fragiles. Et quelle est la procédure à suivre pour des salariés bénéficiant ayant un certificat médical d'isolement? Que doivent-ils faire pour pouvoir continuer à bénéficier du chômage partiel? L'envoyer à l'employeur, à la caisse primaire d'assurance maladie, aux deux, comme on le faisait pour un arrêt de travail classique? Alors, effectivement, le certificat d'isolement, il peut être utilisé ou il peut ne pas être utilisé. Et c'est pas parce qu'on a le certificat d'isolement qu'on va pour autant le poser, mais admettons qu'on le pose, l'intérêt du certificat médical d'isolement, c'est justement de permettre l'accès au chômage partiel. Alors, sur le chômage partiel, le dispositif est prolongé jusqu'au 1er juin. Notamment par rapport à des questions de garde d'enfants, je vois venir la question, et si vous voulez, on peut enchaîner là-dessus. Oui, tout à fait, oui, effectivement. Alors, les parents, donc finalement, qui se posent la question de savoir si ils n'ont pas envie de mettre l'enfant à l'école, est-ce qu'ils peuvent continuer de bénéficier du congé, du chômage partiel ou pas? Eh bien, tout simplement, si le dispositif initial pour les gardes d'enfants était celui au départ de l'arrêt de travail, donc au départ, les premiers temps, il fallait faire un arrêt de travail et avec une prise en charge des indemnités journalières. Le dispositif s'est transformé ensuite en chômage partiel et désormais se pose la question de la continuation de l'accès au chômage partiel pour les personnes qui sont contraintes de garder des enfants. Eh bien, la loi a fait alors une distinction entre les écoles qui sont fermées et ceux qui ne le sont pas. Si les parents sont capables de rapporter la preuve que par une attestation, le directeur d'école certifie que l'école est fermée et qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de garder les enfants, quelles que soient les raisons de fermeture de l'école, alors dans ce cas-là, le dispositif de chômage partiel continuera à s'appliquer et finalement, ça mériterait presque de poser une question prioritaire de constitutionnalité parce qu'on a finalement une discrimination entre les parents. On aurait des parents qui auraient l'attestation et qui auraient le chômage partiel et des parents qui n'auraient pas l'attestation du directeur d'école, qui n'auraient pas le chômage partiel, alors qu'ils pourraient très bien avoir des difficultés. Attention, attention, ça peut entraîner des conséquences. Mais bon, en tout cas, la loi, elle est celle-là. Si vous avez l'attestation du directeur d'école, vous pouvez bénéficier, continuer de bénéficier de votre chômage partiel. Voilà, c'est un dispositif qui avait été au départ décidé et qui s'est prolongé pour le mois de juin. Donc, profitez-en si vous êtes dans le cadre de ce dispositif. Merci beaucoup, maître. Donc, nous voici arrivés à la fin de cette webconférence. Merci beaucoup pour la clarté de vos réponses. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci également à tous d'être venus. Je vous rappelle que pour retrouver l'ensemble du dispositif mis en place par Jury Travail et entre autres les plannings de nos futurs webinaires, puisque j'ai vu que quelqu'un avait posé la question, vous pouvez vous rendre sur la page www.jurytravail.com/coronavirus. Je rappelle également aux élus qui ont assisté à cette webconférence que nous avons mis en place 2 groupes privés, un sur Facebook et un autre sur LinkedIn, dans lesquels je me ferai un plaisir de les accueillir. Donc vraiment merci à tous d'être venus et à très bientôt pour une prochaine webconférence. Merci encore à vous, maître. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.